c'est quand même pas mal, quoi. Alors, pour exemple, là où on pourrait penser que justement le Codex Alimentarius, vu son financement et ce pourquoi il a été créé, aurait tendance à protéger tout ce qui est, allez, tout ce qui a trait aux légumes, aux fruits sains, le plus Ils font en sorte, biologique possible, ils font pourrait-on en sorte. dire. Alors là où, quand on a parlé vaguement un tout petit peu de Sanofi et moi ça m'amène à une autre question qui me paraît assez importante, qui est le lien entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Quand vous dites qu'il devrait logiquement faire en sorte au niveau du codex de garantir la teneur nutritive, la qualité nutritive, la densité nutritionnelle des aliments, oui mais non, parce que s'ils font ça, on sera plus ou moins à peu près en bonne santé, donc beaucoup moins souvent malade, et ça va coûter des sous à l'industrie pharmaceutique. Du point de vue de laquelle, il faut quand même jamais oublier que le client idéal, c'est le mec qui est tout le temps malade, mais qui n'en crève jamais, quoi. Donc le but du jeu au niveau agroalimentaire, et c'est le rôle du codex, c'est de faire en sorte qu'on soit tellement mal nourri, dénutri comme disent les nutritionnistes, que on soit que le système immunitaire soit affaibli parce qu'on est carencé en sels minéraux, oligo-éléments, en vitamines, tout ce qui s'ensuit, qu'on s'est en plus chargé la mule à grands coups d'additifs chimiques, d'aspartame, j'en passe et des meilleurs. Donc le système immunitaire s'en ressent, on chope tout ce qui passe, les virus, les rhumes, ça dure longtemps, le corps est affaibli de manière générale, fatigue chronique et tout ce qui s'ensuit, et les mecs arrivent derrière à grand renfort de médicaments en nous disant bon ben voilà, vous avez tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, et ben achetez ci, consommez ça, prenez tel dose, parlez-en à votre médecin, et puis c'est super quoi, et la boucle est bouclée, et c'est ça qui se passe quoi. Et avoir la mainmise sur tout ce qui est alimentaire, c'est avoir le pouvoir réellement. Parce que faut bien se nourrir de toute façon au quotidien. Donc dès le moment Ouais, ben voilà, ouais. où on a la mainmise sur la manière dont on cultive, ce qu'on doit décider pour nous, de ce qu'on doit avoir dans notre assiette, de ce qui est meilleur pour nous. C'est décider de notre état de santé, parce que ces fumiers-là sont en train d'appliquer un détournement total, une subversion totale du fameux mot d'Hippocrate qui disait « Fais en sorte que ton aliment soit ton médicament ». Là, ils font en sorte que notre aliment soit un poison, hein, à très petit feu, très 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 petit feu, mais qui justifie derrière la consommation de médicaments qui, eux, n'ont rien de naturel et sont eux-mêmes pathogènes. Hein. Les maladies iatrogènes, c'est-à-dire dues à la consommation de médicaments plus ou moins adaptés, ça augmente dans tous les pays occidentaux d'année en année. Enfin, c'est du délire. Les mecs, ils empoisonnent la population occidentale et mondiale qui va suivre. Ils empoisonnent les gens sciemment à petit feu pour faire du fric avec, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce qui vous a porté pour aborder ce codex alimentaire? La rencontre avec Alain Guyot, donc le vigneron du Mâconnais, là, qui s'est frité avec Gilbert Jolivet à l'époque au sein du ministère en 94-96. Guyot était tombé, je faisais un petit reportage dans le vignoble pour préparer un livre sur le vin qui est paru en septembre et où j'aborde aussi les problèmes de la chimie à la vigne, tout ce qui est biodynamie comme mode alternatif de culture, Bon. Guillaume m'avait aussi raconté ce truc rigolo ça se situe aussi dans les couloirs du ministère. Il est tombé un jour sur un document à en tête de la commission de Bruxelles, dont l'un des chapitres avait pour titre l'éradication des petites exploitations familiales. La même chose se passe aux États-Unis depuis plus longtemps qu'en Europe, hein, mais dans ce très large procès de mise en coupe réglée de la production alimentaire et de l'alimentation mondiale, l'une des étapes, en plus d'émettre des normes techniques, ça consiste aussi à avoir la main mise sur les producteurs, les productions. Donc les petits babacools, les petits paysans bio, les bons vieux petits rebelles à l'ancienne qui font leur petit potager dans leur coin en permaculture, en géobiologie, en biodynamie, tout ce que vous voulez, ils sont en train de faire en sorte de les rendre, enfin de les empêcher de bosser, quoi. C'est ce qui est en train de se passer aussi, quoi. Il y a autre chose pour ce qu'on disait à l'instant sur les liens d'intérêt entre pharmaceutique et agroalimentaire. C'est un truc qui est sorti il y a pas si longtemps quand il y a un chercheur de l'INSERM qui s'appelle Pierre Benton, qui a été attaqué en diffamation par le comité des salines de France parce que le chercheur a dit il a mis en évidence le lien entre une consommation excessive de sel et l'hypertension et toutes les maladies cardiovasculaires qui en découlent. Et il avait sorti une petite phrase dans un canard aujourd'hui disparu, pour laquelle il est attaqué en diffamation par les producteurs de sel français. C'est-à-dire le comité des salines de France qui regroupe la quasi-totalité des producteurs de sel français. La phrase incriminée disait que le lobby des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire est très actif, il désinforme les professionnels de la santé et les médias. Il est apparu dans le cadre de ce procès que
parmi les membres du comité des sels de France, il y a un producteur de sel qui s'appelle Solvay Carbonate, donc qui produit du bicarbonate de sodium, donc du sel, logique, qui appartient à un groupe international, lui-même appelé donc Solvay, qui a une branche pharmaceutique, Solvay Pharmaceuticals, qui engrange chaque année des bénéfices de 810 millions de dollars pour la vente de ces médicaments destinés aux problèmes cardiovasculaires. Et ce groupe Solvay, dont des hypotenseurs, et ce groupe a une filiale en France dans les Hauts-de-Seine qui s'appelle Solvay Pharma, qui lui aussi commercialise des médicaments contre l'hypertension. Donc, au sein de la même boîte, avec le même conseil d'administration, le même PDG, le même bureau exécutif, vous avez une boîte qui fabrique du sel et une boîte qui fabrique des médicaments contre l'hypertension, quoi. Bah voilà, ils le savent, quoi. Faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Voilà, c'est pareil que pour l'amiante, c'est pareil que pour les ondes électromagnétiques. Avec les antennes relais, le téléphone portable, les bornes Wi-Fi, c'est pareil. Ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Y a pas de souci. Donc le but du jeu, c'est de nous rendre malades, esclaves, dépendants. Débiles, abrutis, bons à rien, fatigués en permanence, des cobayes, des vaches à lait, des plus grands potentats industriels de la planète, quoi. Voilà, ouais. D'accord, donc alors si je comprends bien, le but du jeu c'est déjà de réguler ce que l'on mange, c'est extrêmement important. On réduit toutes les petites productions qui sont réellement indépendantes et qui veulent faire du bio, par exemple, et travailler avec des manières alternatives, faire des grandes parcelles d'hyperproductivité avec tout ce qu'il faut pour l'OGM, le chimique. L'OGM, on a déjà tous bouffé tous les gens qu'on est, hein. Il y en a déjà partout, quoi. Il y en a déjà partout. Le codex, parmi les domaines que gère, c'est 20 ou 40 comités, je ne sais même plus le chiffre. Il y a un comité qui est chargé, qui s'occupe de l'étiquetage des aliments, ce qu'on a le droit ou pas de dire sur l'emballage de votre produit. Alors déjà jusqu'à présent les E222, 312, machin, patin, couffin, tous les additifs, édulcorants et autres. Alors ils ont beau être précisés, moi ça me dit pas ce que c'est, quoi. Et puis effectivement la ménagère de moins de 50 ans, elle a pas le temps de se farcir un bouquin comme celui de Corinne Gouget sur les additifs alimentaires qui explique lesquels sont les pires, à partir de quelle dose, où est-ce qu'on les trouve, ta. Mais bon, enfin à ce compte-là, non, le plus simple c'est de plus aller au supermarché, d'abord et d'une, de faire ses courses sur le marché du samedi ou du dimanche matin, et de deux, et de préférence bio, donc bouffer frais, local et de saison. Ne plus mettre les pieds au supermarché, le resto, allez-y mollo, tout ce qui est produit transformé industriel, voilà, faut éviter, et puis voilà, quoi. Et ça commence par ça. Mais c'est une petite discipline de vie à acquérir, mais enfin, ça peut s'épargner des sacrés pépins à l'âge de 50-60 ans, quoi. Donc, alors, il y a pas mal de personnes qui se dressent contre le codex, notamment tous ceux qui sont dans les médecines parallèles, bien-être, tous ceux et celles qui à l'heure actuelle, font aussi les compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que vise le codex concernant ces différents éléments-là? Parce que finalement, si nos aliments sont carencés dans tous les apports journaliers nécessaires à ce qu'on puisse être en bonne santé, tout simplement, les compléments alimentaires partent d'une certaine manière à ce manque. Alors, est-ce que le codex a lui aussi pour but, peut-être, en plus de ne pas forcément préciser sur les étiquettes de nos produits les différents composants de ces produits, a l'intention de voir supprimer, pourquoi pas, les compléments alimentaires? C'est en cours. Le lobby agroalimentaire et celui de l'industrie pharmaceutique sont en train de torpiller les fabricants de compléments alimentaires, de phytosanitaires, les petites gélules de magnésium, de vitamine C, tous ces petits trucs-là qu'on trouve en pharmacie sans ordonnance. Ils ont réussi à se mettre dans la fouille l'organe des pharmaciens français, je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'équivalent de l'ordre des médecins pour les pharmaciens. Parce que voilà, oui, à partir du moment où le codex fait en sorte de ne proposer que des aliments délibérément carencés, et qu'en face de ça, y a un marché de niche qui s'est créé pour y répondre, et dans lequel s'est engouffré toute une petite série de petits fabricants, eux plutôt proches de tout ce qui est bio, écologie et tout ce qui s'ensuit, il est évident qu'il fallait qu'ils éliminent cette menace, qu'ils leur grignotent toute une part de marché. Par définition, les mecs ils peuvent pas tolérer ça très longtemps, quoi. Donc il y a une décision de justice qui est tombée récemment. J'ai eu la lettre de leur avocat sous les yeux, enfin l'un des avocats des fabricants de compléments alimentaires. Le mec est un peu en panique. Alors je connais plus la teneur exacte de son propos, mais alors, effectivement ils sont en train d'avancer leurs pions, et les compléments alimentaires, il est à craindre qu'ils vivent leur dernier jour, quoi.
Donc disparaître totalement. Oui et non. Comment pourrait-on justifier en soi, comment peut-on justifier, enfin je serais curieux de savoir la manière de faire, parce que... Comme l'a dit l'un des mecs que vous citez dans votre zapping, ils vont étendre le champ des symptômes, ils vont étendre le champ de ce qu'on peut désigner comme étant une maladie, comme étant une pathologie, pour faire entrer ça dans le champ de ce qui doit être traité, non pas par des aliments, une cure de tisane, j'en sais rien, moi des fruits frais ou ce que vous voulez, mais uniquement pour que ce soit traité par des médocs. Des médicaments qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Et le nerf de la guerre, il est là, c'est-à-dire qu'ils vont, avec la petite procédure judiciaire qui est en train de prendre fin ces jours-ci, ou qui a déjà pris fin, je ne sais même plus, ils vont imposer aux compléments alimentaires de recevoir cette fameuse autorisation de mise en marché qui coûte des millions d'euros. Enfin, ce sont des procédures très lourdes de contrôle, de certification, patin couffin, et les mecs ont simplement pas les moyens de se l'offrir. Donc ils vont mettre la clé sous la porte purement et simplement, quoi. D'accord, donc plus de compléments alimentaires sur notre marché d'ici quelques temps peut-être. De toute façon, c'est en cours de route. C'est le but affirmé de... C'est en cours de route, il y a une décision de justice qui est tombée, je ne sais pas si elle est irrévocable ou pas, ou s'il y aura une suite ou pas, enfin je pense qu'il y aura des suites, mais c'est en train de se faire, ouais. Alors, il y a des organisations, notamment avec Paul Anthony Taylor, qui est directeur des relations extérieures de la Fondation pour la santé du docteur Matthias Rath. Rath, pardon. Il est allemand. Il est allemand. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, entre guillemets, le combat de cette fondation ? Alors pas vraiment, puisque j'ai découvert ça en faisant mes recherches sur le codex. Matthias Rath, c'est un médecin allemand donc il s'est spécialisé dans l'étude des vitamines, et l'importance des vitamines, d'une part pour rester en bonne santé, mais d'autre part dans le traitement de certaines maladies, dont le cancer. Donc inutile de vous dire qu'il s'est fait tomber sur le paletot par toute une flopée de lobbyistes et de groupes de pression qui lui ont dit écoute, t'es bien gentil, mais le cancer c'est nous qui nous en occupons, donc avec tes vitamines tu vas rester chez toi puis tu vas te taire, quoi. Donc il refuse, donc il a fondé une fondation, et il agite un peu le net alternatif. C'est intéressant ce qu'il raconte, hein. Il est un peu content de lui, on va dire, hein. Il se prend un peu pour le sauveur de l'humanité, comme souvent chez ces mecs-là, mais enfin il raconte quand même des choses intéressantes. Ou alors cet exemple avec Robert Tinlot, qui lui est dans l'industrie vinicole. Non, Robert Talot est un ancien président de l'OIV, l'Office international de la vigne et du vin. Il a aussi bossé dans sa jeunesse à la direction de la répression des fraudes. Mais lui, c'est un juriste à la base. Alors, et qu'est-ce qu'il fait alors justement il est à la retraite. Tranquille. Hein. Il boit du Bourgogne. Oui, j'imagine pas n'importe quel Bourgogne non plus. Non. Alors, vous le mentionnez dans votre article, hein, qui, je rappelle, on peut le retrouver, cet article très complet, dans le dernier Nexus février-mars, me semble-t-il, mars-avril plutôt, dans quasiment tous les kiosques, quasiment, pas tous.